flow yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre votre émission Objection. Il est notre invité ce dimanche. Son nom, Mamadou Salif Sané, enseignant-chercheur. Il est maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est un plaisir de vous recevoir Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Omar. Le plaisir est partagé. Donc, je vous remercie vivement pour cette invitation. J'aimerais également, avant tout, saluer vos auditeurs du Sénégal et également de la diaspora. Alors, Mamadou Salif Sané, vous avez soutenu une thèse sur le sujet le contentieux électoral dans les États d'Afrique francophone, les exemples du Sénégal et du Bénin. Alors, oui, vous êtes auteur de plusieurs articles sur le contentieux électoral. Plusieurs sujets seront débattus au cours de cette émission. D'abord, le mandat présidentiel. Ensuite, nous parlerons de l'appel opposant Ousmane Sonko au ministre Mambay Niang et les accusations tout azimut. Également, la révision des listes électorales, mais mettre l'accent sur les primo-votants. Mais d'abord, actualité et pour actualité, avec cette sortie du président du Rewmi, je veux parler de Idrissa Seck. Que vous inspire finalement une telle sortie? Merci Baïmar. Je pense que pour la sortie du président Idrissa Seck, on a vu vraiment du Idrissa Seck qui nous a habitués avec des sauts. Je pense que cette sortie-là fait partie des sorties ratées. Pourquoi des sorties ratées? Parce qu'on l'attendait sur des sujets ou sur des sujets de l'heure. Mais on est resté sur notre faim. Donc on a vu un Idrissa Seck qui retrace en réalité son histoire politique, son compagnonnage avec le président de la République, Abdoulaye Wade, et jusqu'à aller parler en réalité de la vie privée de ses anciens compagnons de parti, du Parti démocratique, Ousmane Masseck Ndiaye, de Aminata Tall, etc., et également de son compagnonnage avec l'actuel président de la République, et surtout de sa visite nocturne, c'est le président Ousmane Sonko. Quand vous lui cherchez véritablement l'homme politique qu'il est? Je pense que l'homme politique qu'il est veut, parce qu'il est acculé par les militants de son parti. À la fin de son discours, je l'ai entendu dire lui-même que c'est lui-même qui a demandé au président de la République, en fonction actuellement du président de la République Macky Sall, de ne pas se prononcer sur sa candidature pour 2024. Aujourd'hui, ces deux hommes-là ne maîtrisent pas en réalité les Sénégalais d'aujourd'hui. Donc je pense qu'ils auraient dû habiter avec ces jeunes-là qui sont en train de s'inscrire sur les listes électorales pour comprendre un peu la mentalité de tous ces jeunes Sénégalais qui sont aujourd'hui éveillés à travers les discours d'autres hommes politiques comme Ousmane Sonko, mais également comme d'autres opposants de l'Afrique. Oui, qu'est-ce qui se joue présentement eu égard à cette sortie du président du Rewmi? Est-ce que les enjeux de l'heure sont tenus en compte dans cette sortie? Je pense très bien que le président Idrissa Seck ne maîtrise pas en tout cas les enjeux actuels au Sénégal, parce que tout simplement, si on veut prolonger encore le suspense ou le silence sur la candidature, n'est-ce pas, du président de la République actuelle et sur sa propre candidature, c'est qu'on n'a pas compris encore les Sénégalais. On n'a pas bien maîtrisé ou on n'a pas bien reçu le message qu'a lancé les jeunes à travers les manifestations, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, voir un décalage entre ce que vivent nos hommes politiques et ce que vivent, n'est-ce pas, les populations ou les citoyens, pour être beaucoup plus précis. Il n'a raconté que des histoires avec son ancien mentor qu'il doit, n'est-ce pas, à qui il doit tout, mais malheureusement on a vu que ça a été vraiment des révélations qui n'honorent pas sa personne et qui n'honorent pas aussi le président Abdoulaye Wade. S'agit-il d'un homme en situation qui se cherche finalement, qui a du mal à trouver sa véritable trajectoire en perspective justement des échéances qui sont devant lui? Oui, je pense que vous avez trouvé le mot. C'est un homme politique qui se cherche encore, parce que si on se rappelle, il y a moins d'une semaine,
et on a destitué Yankuba Diattara de son poste, n'est-ce pas, de secrétaire de son poste. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce matin déjà, on lui a donné un autre poste. Et puis par rapport à ça, si on voit tout le show, n'est-ce pas, derrière Yankuba Diattara qui part chez Idrissa Seck et qui reçoit les prières, qui dit que s'il veut, je peux démissionner, je rends ma démission, alors que il n'appartient pas au président Idrissa Seck de démettre Yankuba Diattara de son poste, mais bien évidemment à l'autorité de nomination, en l'occurrence le président de la République qui l'a nommé à ce poste-là. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Mamadou Salif Sané, il est enseignant-chercheur, il est maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Monsieur Sané, oui, Idrissa Seck a parlé d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui doit répondre à un appel ce lundi, ce 17 avril, dans son procès l'opposant au ministre Mambay Niang. Aujourd'hui, du point de vue de la forme, par rapport à l'appel introduit à la fois par le parquet et Mambay Niang lui-même, oui, à cette étape de la procédure, quelle réponse? Oui, j'aimerais faire d'abord une lecture par rapport à ces recours, n'est-ce pas, au niveau de la Cour d'appel, oui, pour dire que c'est un procès, comme vous l'avez dit, ou comme certains Sénégalais l'ont dit, c'est un procès qui oppose M. Mambay Niang et M. Ousmane Sonko. Donc je ne sais pas en quoi Ousmane Sonko aurait offensé ou aurait porté atteinte aux intérêts de la société jusqu'à ce que le procureur se saisisse de l'affaire ou interjette appel par rapport au verdict qui a été rendu par le juge de première instance. Donc par rapport à ça, on ne comprend pas en réalité. En tant que juriste, je ne comprends pas l'appel qui a été fait par le procureur de la République par rapport à la décision qui a été rendue en première lecture. Donc voilà, du point de vue, ma lecture par rapport à ça. Et tout compte fait, je pense que nous sommes en face d'un procès politique qui ne dit pas son nom, parce que je pense que l'appel vise en réalité, selon leur entendement, on va revenir là-dessus, selon leur entendement, à rendre inéligible Ousmane Sonko, ce qu'ils ne peuvent pas faire juridiquement, et on reviendra là-dessus, pourquoi juridiquement M. Ousmane Sonko ne peut pas être privé de ses droits civiques et politiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme j'ai eu à le dire très souvent, il n'y a pas une automaticité entre une condamnation pénale et une privation des droits civiques et politiques. C'est vrai que à la lecture apparente des dispositions de l'article 29 et de l'article 30 du Code électoral, oui, on peut avoir cette idée-là qu'il y a une corrélation, il n'appartient pas en réalité au juge pénal de priver Ousmane Sonko de ses droits civiques et politiques, et cela résulterait de la condamnation elle-même. Mais pour revenir à la question par rapport à l'automaticité entre une privation des droits civiques et politiques et par rapport à une condamnation pénale, il n'y en a pas. Il va falloir que le procureur de la République demande la privation de ses droits civiques et politiques au juge qui est appelé à rendre son verdict, et c'est en ce moment-là que Ousmane Sonko ou un simple citoyen peut être privé de ses droits civiques et politiques. Parce qu'il y a un principe en droit constitutionnel et en droit électoral, c'est le principe de la nécessité des peines, ou le principe de l'individualisation d'abord des peines. Le principe de l'individualisation des peines signifie quoi? C'est-à-dire, je prends l'exemple souvent avec mes étudiants, qu'un étudiant peut être poursuivi ou peut être enfermé à 2 mois ou à 6 mois, disons, n'est-ce pas, avec sursis, et que le juge décide de ne pas salir, n'est-ce pas, son casier judiciaire. Donc ici également, nous sommes dans cette dynamique d'individualisation des peines qui est prévue par l'article 8 de la Déclaration, n'est-ce pas, des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, et aujourd'hui d'ailleurs en France. L'article 7, qui est le pendant de notre article 29, a été abrogé, n'est-ce pas, par le juge constitutionnel à travers ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, parce que le juge constitutionnel a estimé que cette disposition-là est contraire à la Constitution et ne respecte pas le principe de l'individualisation des peines. Même s'il s'agit justement d'un procès en diffamation. Oui, encore mieux s'il s'agit d'un procès en diffamation. Un procès en diffamation, en quoi un procès en diffamation porterait atteinte aux intérêts de la société? Je ne vois pas. Alors dites-nous, vous remettez en cause l'appel du parquet? Oui, ça n'a pas de sens en réalité pour que le procureur puisse interjecter appel, alors que c'est M. Mambay Niang qui considère qu'il est offensé et qui pense que M. Sonko l'a offensé, l'a diffamé et qui a
intenté un recours devant les tribunaux qui ont condamné Ousmane Sonko à verser une somme de 200 millions de francs CFA qui est inédit, n'est-ce pas, dans la jurisprudence à la matière, et également en le condamnant à 2 mois avec sursis. Donc je ne vois pas ici la place du procureur dans ce procès-là. Je ne vois pas la place du procureur. Le juge qui hérite de ce dossier aussi apparemment suscite interrogation. Oui. À tort ou à raison? À raison, je pense que le juge qui doit hériter de ce dossier-là, je n'en suis pas très sûr, parce que j'ai entendu que c'est le juge Diouf, n'est-ce pas, qui était procureur de la République, aujourd'hui qui est au niveau de la Cour d'appel, qui hérite de ce dossier-là pour juger cette affaire-là en appel. Et si on a bien regardé les sorties de ce procureur-là, en ce qui concerne les manifestants ou les individus qui ont été arrêtés lors de ces manifestations-là, il y a quelque chose, n'est-ce pas, à avoir des suspicions par rapport à l'impartialité, n'est-ce pas, de ce juge-là qui a été désigné pour connaître de l'affaire Ousmane Sonko en appel. Oui, autre interrogation, c'est la date retenue, ce 17 avril, pour justement l'appel. Alors, de ce point de vue, beaucoup disent et pensent que aujourd'hui il y a une sorte de précipitation dans le calendrier. Baïmar, oui. Il y a des centaines et des centaines de Sénégalais qui attendent dans les prisons pour être jugés. Il y a des dossiers en appel aujourd'hui au niveau des cours d'appel aujourd'hui qui attendent à être vidés. Et aujourd'hui, un appel qui a été interjeté il n'y a même pas 30 jours, alors que M. Ousmane Sonko a 30 jours pour interjeter appel. Et aujourd'hui, vouloir coûte que coûte, n'est-ce pas, régler cette affaire-là en appel au mois de Ramadan, n'est-ce pas, en plus, je pense qu'ici, toutes les pistes mènent vers une politisation de l'affaire. Ah oui? Oui. Je pense que c'est une politisation de l'affaire. Et l'objectif visé ici, c'est de priver Ousmane Sonko de ses droits civiques et politiques, mais en méconnaissance, encore une fois, du droit. En méconnaissance du droit, vous l'avez démontré. Cette méconnaissance du droit, selon vous, reposerait sur quoi? Oui, sur quel argumentaire? Oui, je vous l'ai dit en réalité, parce que si on remonte même le contentieux électoral ou l'affaire Karim Wade et l'affaire Khalifa Sall. Donc l'affaire Khalifa Sall et l'affaire comment dirais-je, Karim Wade nous renseignent sur l'objectif, n'est-ce pas, ou sur le but visé par le pouvoir en voulant coûte que coûte, n'est-ce pas, gérer cette affaire-là. Et je l'ai dit encore une fois, et je l'ai toujours dit, que M. Karim Wade n'a jamais perdu ses droits civiques et politiques. Et on se rappelle à l'époque, n'est-ce pas, la sortie de l'ancien ministre de la Justice, Sidiki Kaba, qui avait clairement dit que Karim Wade ne perdait pas ses droits civiques et politiques parce que le procureur n'en a pas demandé et le juge également ne l'a pas mentionné sur son casier judiciaire. Et par rapport à cette histoire-là, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a vu d'ailleurs les anciens avocats de Karim Wade qui ont intenté un recours en réalité devant les juridictions sénégalaises, d'abord, alors que le recours devait être reçu au niveau de l'ambassade, n'est-ce pas, du Qatar, au niveau du consulat du Qatar. C'est là-bas où le recours devait être traité en première instance avant qu'on ne puisse, n'est-ce pas, en cassation saisir la Cour suprême. Mais les avocats, n'est-ce pas, de Karim Wade n'ont pas saisi cela. Ce qu'ils ont fait, ils ont saisi une juridiction incompétente et le délai de recours a couru. Et si on est un peu un analyste politique, on a vu aujourd'hui Maître Sall, aujourd'hui qui a rejoint le camp présidentiel, Madické Niang qui, une semaine plus tard, n'est-ce pas, a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2019, alors que Karim Wade avait toutes ses chances en réalité de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2019 parce que tout simplement il ne devait pas être radié de la liste électorale, il gardait ses droits civiques et politiques parce que, encore une fois, il n'existe pas une automaticité entre une privation pénale, entre une condamnation pénale et la privation des droits civiques et politiques. Oui, ce jugement qui est prévu ce lundi, demain lundi, a un enjeu particulier. C'est l'éligibilité du candidat Ousmane Sonko qui est craint ici. Aujourd'hui, est-ce que cette crainte pour vous est légitime, en droit comme en politique également? Oui, c'est vrai que par rapport à ce procès-là, on craint. Parce que comme je vous l'ai dit également, c'est ceux qui ne connaissent pas en réalité le droit électoral qui peuvent avoir de la certitude par rapport à la recevabilité de la candidature, n'est-ce pas, du président Sonko, qui encore une fois restera candidat,
n'est-ce pas, à l'élection présidentielle de 2020, parce que encore une fois, on ne peut pas le priver de ses droits civiques et politiques. Et encore une fois, dans ce procès-là, en première instance, le juge ne l'a pas privé de ses droits civiques et politiques. Il n'a pas interjeté appel lui aussi. Oui. Et a gardé le silence. Oui, ce comportement vous inspire quoi? Oui, parce qu'il a un délai de 2 mois pour interjeter appel. Oui, ce délai-là n'est pas expiré, expiré, qui n'est pas expiré jusqu'à présent, oui, jusqu'au jour du 17. Ouais. Le délai n'est pas expiré. Donc, je pense que jusqu'à présent, il a la latitude. Et ce silence vous inspire quoi? Il ne s'exprime pas depuis. Il n'a pas non plus interjeté appel. Oui, quel regard portez-vous sur je pense que ça peut être également une tactique politique également, parce que depuis qu'il a été interné à l'hôpital jusqu'à présent, M. Ousmane Sonko n'a pas, à part ses publications sur Facebook, M. Ousmane Sonko n'a pas fait une déclaration publique également, et ses avocats également, à part la conférence de presse, n'ont pas, en tout cas aujourd'hui, manifesté la posture du président Ousmane Sonko ou du PASTEF par rapport à ce procès-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les militants ou le président Ousmane Sonko, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est par rapport à l'inscription sur les listes électorales. Donc, si vous voyez les posts sur Facebook, les militants du PASTEF parlent de focus 2024, c'est-à-dire par rapport, parce que l'enjeu, ils ont compris que l'enjeu aujourd'hui, c'est par rapport à l'inscription sur les listes électorales, parce que, en réalité, les primo-votants, les jeunes, en particulier, serait vraiment... Ça, c'est le moyen pour accéder justement au pouvoir, par justement l'élection des électeurs. Mais avant d'en arriver à cette révision électorale, parlons de la candidature et également du mandat. Troisième candidature, troisième mandat, quelle réflexion? Oui, par rapport à la troisième candidature ou troisième mandat du président sortant, je pense que tous les juristes aujourd'hui sont d'accord ou doivent être d'accord que la candidature du président de la République sortant, le président Macky Sall, est irrecevable. Est irrecevable du point de vue textuel, mais également est irrecevable du point de vue de la jurisprudence que certains évoquent d'ailleurs. Du point de vue textuel, on a eu la constitution de 2001 déjà qui limitait le mandat du président de la République, n'est-ce pas, à 2, parce que la version de 2001 dit très clairement que la durée du mandat du président de la République est de 7 ans, renouvelable une seule fois. La nouvelle disposition de l'article 27 dit également que la durée du président de la République est de 5 ans et que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc je pense qu'ici, il n'y a pas matière à interprétation. La grosse polémique entre durée et nombre de mandats. Oui, je reviendrai là-dessus par rapport à la jurisprudence que certains évoquent pour porter la candidature ou l'éventuelle candidature du président de la République. Quinquennat, septennat. Parce qu'en réalité, ici, il s'agit de la même constitution. On a eu en 2016, on a modifié la constitution, ou on a changé la constitution, mais on n'a pas changé de constitution en réalité. C'est la même constitution. C'est le même régime. On est à la même république. C'est la République qui a été portée par la Constitution du 22 janvier 2001 qui continue jusqu'à présent et qu'on a eu à modifier. L'exemple que je donne parfois, c'est qu'en France, en 2005, on a eu une modification de la Constitution avec la Charte de l'environnement qu'on a adossée à la Constitution de 1958. Donc de 1958 à nos jours, la France a connu beaucoup de révisions de la Constitution en réalité. En 2008 également, la France a révisé sa Constitution pour permettre aux citoyens de pouvoir intenter un recours devant le juge constitutionnel à travers la QPC. Et pour autant, on n'a pas parlé d'une Constitution de 2008 en France, on parle de la Constitution de la Ve République, c'est-à-dire la Constitution, n'est-ce pas, de 1958 en France. Au Sénégal également, en 2016, on a eu une réformette d'ailleurs de la Constitution et on a ajouté quelques dispositions d'ailleurs, et par rapport à ces dispositions-là, nous reviendrons là-dessus. Le fait que le président de la République, parce que ce qui était à la base de la réforme en 2016, c'était par rapport à la question du mandat et à la question de la durée du mandat qui a été une promesse du président de la République lors de la campagne électorale en 2012. Il s'était engagé de réduire cette durée de 7 à 5. À 5 ans, et la réforme visait, n'est-ce pas, globalement, cette diminution de la durée du mandat. Et aujourd'hui, vouloir revenir sur cette question de la durée du mandat et du mandat en même temps, c'est ce que je peux appeler en droit constitutionnel, c'est de l'inceste constitutionnel, c'est de la trahison au peuple en réalité. On veut
trahir la parole qu'on avait donnée. On veut en réalité berner encore une fois le peuple qui, depuis 2001, en réalité, pense que le mandat du président de la République est limité à 2. N'est-ce pas? Jurisprudentiellement également, on va revenir là-dessus. On prend également l'exemple de la jurisprudence Abdoulaye Wade. Donc, je pense que je l'ai démontré suffisamment que Abdoulaye Wade, il a été élu sur la base de la Constitution de 1963. Et la Constitution de 1963 ne limitait pas le mandat du président de la République. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de limitation. Il n'y avait pas de limitation du mandat. C'est en 2001. Et comme lui, il a été élu sur la base de la Constitution de 1963, le Conseil constitutionnel a estimé en réalité qu'en 2001, il exerçait le premier mandat de 5 ans. En réalité, c'est pourquoi le Conseil constitutionnel, en 2012, avait permis, n'est-ce pas, à l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, de briguer un troisième mandat en réalité. N'est-ce pas, à se présenter pour, oui, mais pour la troisième fois. Tout ce débat a un organe pour le trancher, c'est le Conseil constitutionnel. Ici, la posture qu'incarnerait ce Conseil constitutionnel, selon vous, répond-il justement à un besoin de clarification? Oui, avant de revenir sur ça par rapport au Conseil constitutionnel, parce qu'il y a certains qui évoquent la jurisprudence de 2016 en réalité, en disant que le Conseil constitutionnel se serait prononcé déjà. Oui, mais justement, c'est le président Macky Sall lui-même qui a annoncé cette jurisprudence de 2016 par le Conseil constitutionnel, qui a émis un avis. Vous savez, Baymar, je vous invite à aller visiter le site du Conseil constitutionnel, à aller regarder. C'est pas le cas pour vous? Je l'ai déjà fait. Je vais vous revenir sur le commentaire sur cette décision-là. Oui. Si vous regardez la décision de 2016, l'avis de décision d'ailleurs, on reviendra. C'est pas une décision d'ailleurs, on reviendra là-dessus. C'est un avis qui a été rendu par le Conseil constitutionnel. Nous reviendrons là-dessus. Mais par rapport à cet avis de décision de 2016, le Conseil constitutionnel n'a jamais dit ce qu'on a voulu lui faire dire. Le Conseil constitutionnel, il y a un point 2 qui dit de la durée du mandat du président de la République. Et quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé là-dessus, parce que le pouvoir voulait insérer dans l'article 27 de la Constitution une disposition qui dit que le mandat transitoire, n'est-ce pas, en guise de disposition transitoire, disant que la durée actuelle du mandat s'applique au président de la République en fonction. Et le Conseil constitutionnel a fait un raisonnement extrêmement intéressant pour dire tout simplement que cette disposition-là a un caractère personnel caractérisé. Donc c'est purement personnel, alors qu'une disposition constitutionnelle doit être d'ordre général. C'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Et par rapport la fonction d'une loi. Oui, la fonction d'une loi. Impersonnelle et générale. Et générale, effectivement. Et par rapport à la durée également, le Conseil constitutionnel a très clairement dit pourquoi le président de la République actuelle ne peut pas diminuer son mandat. Il a dit que un mandat, en réalité, la durée et le nombre de mandats doit être connus au moment où la personne prend fonction. Et au moment où le président de la République, Macky Sall, prenait fonction, la durée du mandat du président de la République était de 7 ans. Et c'est pourquoi le Conseil constitutionnel a conclu que le président de la République, par rapport à la durée encore une fois, et non par rapport au mandat, a très clairement dit que le président de la République ne peut pas ni réduire son mandat, ni prolonger également son mandat, parce que le Conseil craint qu'en cas de changement de majorité, que les gens, n'est-ce pas, puissent modifier indéfiniment la durée du mandat du président de la République. Et c'est pourquoi le Conseil a évoqué... Et ici, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? C'est que on a vu, on demande au président de la République de faire un mandat de 7 ans et non un mandat de 5 ans. Donc c'est juste ça par rapport à la durée et non par rapport au mandat. Donc ceux qui invoquent, ou le président de la République qui a invoqué la jurisprudence de 2016 et qui n'est pas d'ailleurs, encore une fois, une décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel. Parce que, Baymar, dans toutes les lois organiques qui organisent les juridictions, en réalité, il est prévu une disposition qui dit très clairement que les décisions ou les arrêts doivent être motivés. Parce que l'article 24 de la Constitution dit très clairement, parce que l'article 24 dit que le Conseil constitutionnel rend des décisions motivées en toute matière. Ce que veut dire le Conseil constitutionnel ici, c'est qu'il y a une obligation de motivation des décisions de justice. C'est tout simplement ça en réalité. Et pourquoi? Parce qu'on veut éviter l'arbitraire du juge ou bien le gouvernement du juge en réalité. Et il y a beaucoup d'écrits en France par rapport à ça. Et également, si vous allez regarder l'article 49 de la loi organique sur la Cour suprême, la loi organique de 2017, vous verrez à l'article 49 que le législateur a dit également
que la Cour suprême rend également des arrêts motivés. Et par rapport à la Cour des comptes également, si vous allez voir également l'article 66, je crois, de la loi organique de 2012, également, le législateur a très clairement dit que la Cour des comptes rend également des arrêts motivés. Et mieux encore, cette loi dit que si la Cour suprême, la Cour des comptes, autant pour moi, rend un arrêt qui n'est pas motivé, cet arrêt-là est frappé de nullité. Et que l'arrêt doit mentionner les noms, les prénoms, les mémoires en défense, etc. Oui. Donc Alors, ici, il y a une obligation de motivation et non une décision. Mamadou Salif Sané, vous suivez quand même la scène politique sénégalaise depuis un certain temps. Aujourd'hui, nos hommes politiques et la charte fondamentale. Oui, à chaque fois, sous Abdoulaye Wade, c'est le même scénario. Sous Macky Sall, l'histoire se répète. Oui, quel est le problème finalement entre nos hommes politiques et la charte fondamentale? Je pense que nos hommes politiques n'ont pas en réalité un rapport de respect avec la charte fondamentale. Parce que la charte fondamentale, encore une fois, c'est la volonté populaire, c'est le peuple qui s'exprime à travers une constitution et qui établit les règles d'organisation du pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, etc. La manière ou bien les conditions d'élection du président de la République, que les pouvoirs qui lui sont dédiés. Aujourd'hui, le président de la République, les pouvoirs qu'il exerce, lui sont donnés par la Constitution. Mais aujourd'hui, on a vu du temps de Wade une quinzaine de révisions de la Constitution qui est énorme. Avec le président de la République, on a dépassé aujourd'hui une quinzaine de révisions de la Constitution. À tout le temps, à tout moment qu'on a un problème politique, on veut le régler par la Constitution. Et pourtant, la société a tenté de résoudre de telles problématiques. Avec les assises nationales, ça a été l'objectif. Tout à fait. En vain. Vous avez également la CNRI, la Commission nationale de révision des institutions, avec tout ce que ça a donné comme conclusion, oui, inachevé jusqu'à présent. Entre les objectifs émis par la société et la volonté des leaders politiques, est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas quand même analyse à faire à ce niveau précis? Et là, vous avez parfaitement raison. Et puis là, ici, on peut quelque part, interpeller une société qui veut résoudre des problèmes de son temps face justement à des dirigeants qui leur opposent sous le prisme du politique. Ici, la société a déjà réglé le problème parce que la société a mis en place un gardien qu'on appelle le Conseil constitutionnel et qui ne doit pas accepter que le texte fondamental sur lequel il doit lui-même se baser soit, n'est-ce pas, un objet qui soit modifiable à tout moment et en toutes circonstances. Aujourd'hui, dans les démocraties modernes, ce sont les conseils constitutionnels ou les cours constitutionnels, mais en réalité, les juridictions constitutionnelles qui doivent assurer la sacralité de la Constitution, ce qui n'est pas le cas pour le Conseil constitutionnel du Sénégal, qui se cantonne dans une dynamique minimaliste de ses compétences. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a des efforts à faire par rapport à nos juridictions constitutionnelles en Afrique. Bon, au Bénin, on a vu que depuis 1990, c'est en 2019 qu'on a révisé la Constitution parce que tout simplement, la Cour constitutionnelle béninoise s'est tout le temps opposée à une révision de la Constitution en considérant que la Constitution, n'est-ce pas, était une charte fondamentale, n'est-ce pas, du peuple béninois et que la Constitution est le produit d'un consensus national, ce qu'on n'a pas ici au Sénégal. Et à chaque fois que le pouvoir politique veut modifier la Constitution, le juge constitutionnel déclare son incompétence par rapport, n'est-ce pas, au Bénin, on a eu quand même des exemples où le Conseil constitutionnel s'y est opposé. Tout à fait, tout à fait. A marqué ferme son territoire tout par à fait. rapport à des possibilités de demande justement de reconduction de mandat. Tout à fait, Oui. tout à fait, ce qui n'est Oui, pas le parce cas. que vous avez mené l'étude Tout à pour fait. rappeler à nos auditeurs que vous êtes auteur d'une thèse sur le contentieux électoral dans les États d'Afrique francophone, les exemples à la fois du Sénégal et du Bénin. Oui, c'est ça. Et en certain mois, d'ailleurs, la Cour constitutionnelle du Bénin, il y a des auteurs qui pensent même que est-ce que la Cour constitutionnelle du Bénin, en certain moment, n'en faisait pas trop. Parce qu'à chaque fois que le pouvoir politique, même sur des questions de société qui peuvent intéresser la société, la Cour constitutionnelle du Bénin s'y était opposée. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est son pas... territoire. Voilà, Oui. effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui... Il n'y a pas objet à polémique. Tout à fait. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette Cour constitutionnelle a perdu un peu cette image-là avec tout ce qui s'est passé depuis Le Conseil depuis 2019. constitutionnel sénégalais est abonné, incompétent. Tout à fait. Il y a un de mes collègues qui disait également... Fonction d'incompétence. Oui, l'incompétence au menu du juge constitutionnel. Ouais, C'est un ça. vrai sujet, un sujet de débat. Tout à fait. Alors,
Oui, justement, dans le prolongement, nous parlons de cette révision électorale sous l'angle également du primo-votant. Oui, l'opposition avait introduit un recours de prolongement de la date, recours rejeté par la Cour suprême également. Quelle analyse? Parce que vous savez, Bayoumar, une élection ne se gagne pas le jour du scrutin. Une élection se gagne depuis l'inscription sur les listes électorales. Quel est l'enjeu ici? L'enjeu ici, c'est par rapport à... Ils sont pas plus d'1 million et peuvent faire la différence, c'est ça? Effectivement. Les primo-votants. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, les primo-votants, c'est-à-dire c'est par rapport à l'intérêt que portent aujourd'hui les jeunes par rapport à la chose électorale. On a vu que la violence aujourd'hui n'a pas réglé les problèmes politiques. Ce qui peut régler les problèmes politiques, c'est avoir sa carte. Échange de fusibles. C'est ça en fait, c'est de changer en réalité d'arme de guerre. L'arme de guerre ici, aujourd'hui, les jeunes ont compris aujourd'hui que l'arme de guerre, c'est la carte d'électeur, c'est aller voter le jour du scrutin. Et c'est pourquoi d'ailleurs le pouvoir aujourd'hui, en sachant qu'il n'est pas en bonne posture avec la jeunesse, fait tout pour ne pas pour saboter un peu l'inscription. Les inscriptions se déroulent normalement, ou bien il y a des... Non, mais il y a des localités en Europe, parce que vous savez que la diaspora était acquise, n'est-ce pas, à la cause de l'opposition. Aujourd'hui, au niveau de la diaspora, ce ne sont pas toutes les circonscriptions diplomatiques aujourd'hui qui ont une commission, n'est-ce pas, d'inscription sur les listes électorales. Et par rapport à ça également, les inscriptions commencent à 10h et les inscriptions se terminent à 18h en réalité. Et il y a des milliers de Sénégalais qui attendent pour s'inscrire sur les listes électorales et le délai va bientôt. Et puis ces émigrés-là, ils travaillent. Ils ne peuvent pas chaque matin faire la queue pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Je pense qu'il faut donner la possibilité aux Sénégalais de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, parce que l'élection, en réalité, monsieur Bayoumar, est une fête de la démocratie, est une fête pour les citoyens, et les citoyens doivent vraiment participer à cette fête-là, parce que c'est une fête qu'on organise tous les 5 ans. Donc les citoyens n'ont que cette possibilité-là pour participer à cette fête. C'est une fête, dites-vous, mais elle est capitale, parce que c'est un rendez-vous électoral important, s'agissant justement d'une élection de celui qui prendra en main les destins d'un pays. Dans un contexte sénégalais d'aujourd'hui, oui, Macky Sall est attendu, mais aucun, justement, des candidats à la candidature n'est, justement, suffisamment averti pour savoir s'il va prendre part ou pas. Je pense que c'est une situation vraiment inédite au Sénégal, parce que pendant longtemps, on savait ceux qui seraient candidats à l'élection présidentielle. Les élections qui ne sont pas ici, que ce soit en 93, que ce soit également en 2000, en 2007, également en 2012, on avait une idée de ceux qui seraient candidats à l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, on nous a amené... C'est par le fait de qui finalement? Est-ce qu'il y a un responsable d'une telle situation? Mais je pense que le pouvoir a... À qui imputerez-vous cette responsabilité? Je pense que c'est le pouvoir qui doit, n'est-ce pas, organiser les conditions, n'est-ce pas, d'une élection, d'une participation des citoyens à l'élection présidentielle. Et l'élection, n'est-ce pas, elle doit être ouverte aux Sénégalais qui remplissent les conditions qui sont posées par la Constitution. Vous avez bien dit qu'ils remplissent les conditions. Oui. Mais ça pose problème. Aujourd'hui, à la fois pour Khalifa Sall, Karim Wade, également pour Ousmane Sonko, et le problème pour moi, le problème, oui, pour moi, mais pour moi, le problème, il n'y a pas de problème, mais apparemment, oui, au cas par cas. Oui, mais pour moi, Bayoumar, le problème, c'est pas un problème juridique qui se pose, c'est un problème politique qui se pose. C'est de la volonté ferme du pouvoir d'empêcher ces candidats-là à participer, ou ces potentiels candidats-là à participer à l'élection présidentielle de 2019. Mais je vous dis ici, juridiquement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie par rapport à Karim Wade, par rapport à Khalifa Sall également. Ils n'ont pas besoin d'une loi d'amnistie parce qu'ils n'ont jamais été privés de leurs droits civiques et politiques, parce que la condamnation, l'acte qui les a condamnés, le jugement qui les a condamnés, ou les arrêts qui les ont condamnés, n'a pas précisé en réalité s'ils perdent leurs droits civiques et politiques. Et je vous ai dit ici qu'il n'y a aucune automaticité entre une condamnation pénale et une privation des droits civiques et politiques. D'individualité. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a l'individualisation des peines ici et le principe de la nécessité également ici des peines. Donc en France, depuis 2019 ou avant même 2019, le Conseil constitutionnel français a rendu des décisions dans ce sens-là, et je vous ai dit ici, en France, l'article 7 du Code électoral a été purement et simplement abrogé par une décision de 2010, la décision, je crois, 2010-67 du 11 juin 2010, n'est-ce pas? Mais alors, dans toujours cette conquête de dépôt des candidatures, il y a le tri, un tri à faire, et ce tri souvent
pose problème dans nos pays comme le Sénégal, c'est également un problème. Oui, le tri également pose problème par rapport surtout au parrainage qui a été Je veux dire que dans cette dynamique de dépôt des candidatures, il y a quand même l'étape du parrainage. Oui, effectivement. Mais ça aussi, ça fait objet de discussion. Tout à fait. Et justement, le parrainage aujourd'hui pose problème. Oui, et le parrainage, jusqu'à présent, le pouvoir ne communique pas également sur le parrainage. Est-ce que le parrainage sera maintenu? Est-ce que c'est utile à l'étape actuelle de notre démocratie? Je ne pense même pas que ce soit inutile. Parce qu'on peut pas demander à que ce soit utile ou pas? Tout à fait. Je pense que ce n'est pas utile pour le moment où il faut réformer le parrainage. Parce qu'aujourd'hui, on peut demander au président de la République, au président Ousmane Sonko, qu'il n'a pas une certaine représentativité, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire national. On peut le demander également à Karim Wade, on peut le demander à Khalifa Sall. Oui, je pense que je suis parfaitement d'accord qu'on peut se retrouver avec 10 000 candidats. Je suis d'accord par rapport au parrainage. Le parrainage serait une très bonne chose si on avait rectifié le parrainage. Le parrainage, c'est un filtre qui est là, mais qui ne doit pas en réalité empêcher aux citoyens d'être candidats à l'élection présidentielle. On a vu le cas de Gakou ici qui a été retenu par les parrainages, alors qu'on sait que M. Gakou avait une certaine représentativité sur le territoire national. Donc je pense que ça pose problème et la CEDEAO également a pointé du doigt ce parrainage-là et je pense qu'avant l'élection présidentielle de 2024, on doit, n'est-ce pas, modifier la loi sur le parrainage. Et vous avez vu ce qui s'est passé en 2019. En 2019, le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui a établi les règles, n'est-ce pas, du parrainage en réalité. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui, par rapport à la réglementation du parrainage, qui avait rendu une décision par rapport à ça, alors que le Conseil constitutionnel, lorsqu'on lui avait soumis la loi sur le parrainage, le Conseil constitutionnel avait la latitude de sanctionner ici ce qu'on appelle l'incompétence négative du législateur, parce que le législateur n'avait pas, n'est-ce pas, suffisamment réglementé le dépôt, n'est-ce pas, des parrainages, et qui a fait qu'en 2019, beaucoup de candidats avaient été écartés de l'élection présidentielle de 2019. Oui, aujourd'hui, une question quand même qui mérite et nécessite réflexion, c'est ces arrestations en démocratie. Signifieraient quoi? Je pense que ces arrestations ne sont rien d'autre, M. Bayoumar, que des arrestations arbitraires, en réalité. Ah oui? Arbitraires, ou si ce ne sont pas des arrestations arbitraires, on aurait dit qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il y a des citoyens sénégalais du camp du pouvoir qui ont proféré des insultes, des menaces à des hommes politiques, n'est-ce pas? Si on prend l'exemple de Suzanne Camara, qui a menacé en réalité Ousmane Sonko de mort, et qu'il faut aller brûler la maison d'Ousmane Sonko, et même le ministre de la Jeunesse également, qui avait appelé à ce que les jeunes, si Ousmane Sonko refuse, qu'on aille brûler la maison d'Ousmane Sonko. On a vu également un jeune rappeur ces temps-ci également, qui menace de mort des citoyens sénégalais qui s'attaqueraient au parti au pouvoir, et on a vu qu'aujourd'hui il file tranquillement parce qu'il serait l'ami du fils du président de la République. Bon, je pense que cette image qu'on donne de notre État ou de notre justice n'est pas une bonne image. Il va falloir que nos hommes politiques sachent que le Sénégal est une république. Le Sénégal doit rester un état de droit et doit rester une démocratie où les opinions se manifestent, où s'il faut, même s'il faut, il faut fustiger les injures, etc. Mais je pense que les injures, c'est dans tous les 2 sens, effectivement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures, il faut être à équidistance, il faut... Mais ici, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'arrestations soumises à jugement. Ça aurait pu être jugé en flagrant, oui. Et puis on termine avec l'affaire là, mais aujourd'hui, c'est juste moi ce que je suis en train de vous dire, c'est d'installer une situation de peur dans le camp de l'opposition ou des partisans du candidat Ousmane Sonko, parce que sinon, rien ne justifie pour quelqu'un qu'on considère avoir pris en flagrant délit, qu'on le passe en instruction, etc. On pouvait gérer cette affaire-là en flagrant délit. On vous met en garde à vue. Le lundi, on doit pouvoir vous juger le jeudi. Et l'affaire est réglée et on sait quel est votre sort. Mais là, on va enfermer des citoyens pendant 6 mois et on va les laisser libres après. Et ça se passe dans toutes les affaires qu'on a eu à suivre ici. Comme qui dirait finalement que l'histoire se répète au Sénégal. Oui, à chaque période de pré- ou post-électoral, on assiste à des arrestations, à un climat de terreur aujourd'hui. Ce qui pose la question du rôle et de la place de la justice en démocratie. Quelle évaluation en faites-vous? Moi, je connais énormément de
de magistrats, n'est-ce pas, qui sont vraiment des hommes honnêtes, donc qui ont peur, n'est-ce pas, de ce qu'ils font, n'est-ce pas, ou qui rendent des décisions que j'ai connues en réalité à l'université, qui sont des hommes honnêtes, effectivement. Mais je pense que là où se pose le problème, c'est quand il y a un dossier politique. Et c'est la plupart du temps, j'ai des juridictions qui sont basées à Dakar ou ailleurs, ou des juridictions suprêmes, et on a vu par rapport à ça, on ne peut pas parler de l'indépendance de la justice, quand ceux qui doivent aller à la retraite ne partent pas à la retraite et que le président de la République ajoute 5 ans ou 5 ans à leur carrière encore, ce qui pose problème. On peut avoir ici des suspicions par rapport à l'indépendance de la justice. Mais maintenant, par rapport à l'indépendance de la justice, moi, je pense que ce n'est pas une question organique. En réalité, c'est une question personnelle, en réalité. Chaque juge, on a vu des juges qui ont rendu des décisions extrêmement courageuses, etc., en matière politique. Mais ici, comme dit Robert Barinte, quand vous êtes nommé juge dans une juridiction suprême, vous devez avoir ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude à l'égard de l'autorité de nomination. Et c'est que beaucoup de juges au niveau suprême ne font pas. Parce que c'est au niveau suprême que le problème se pose en réalité, mais au niveau de la base, je connais énormément de juges qui sont honnêtes et qui rendent des décisions de justice qui sont vraiment des décisions de justice. Est-ce que cela nécessiterait-il des réformes en profondeur? Si oui, de quelles réformes il va s'agir? Je pense que la seule réforme qui est d'ailleurs demandée par les magistrats eux-mêmes, c'est par rapport à la modification du Conseil supérieur de la magistrature. Mais je pense que là, c'est du point de vue organique, mais je pense que la question de l'indépendance de la justice, c'est une question d'homme, en réalité. Donc, on ne peut pas forcer à quelqu'un à l'indépendance alors qu'intérieurement, il ne veut pas, n'est-ce pas, prendre cette indépendance-là. Parce que si vous êtes passible, si vous êtes un peu corruptible, vous le serez durant toute votre vie. Donc je pense qu'ici, le problème qui se pose, c'est un problème d'homme et non un problème de texte ou de réforme. On a tout le temps réformé la justice, mais on a vu par rapport au Conseil constitutionnel, on a vu en 2016 d'ailleurs, qu'on a voulu réformer le Conseil constitutionnel en passant le nombre de 5 à 7, en faisant participer le président de l'Assemblée nationale au mode de nomination des juges, mais on a vu qu'aujourd'hui, les décisions qui sont rendues par le Conseil constitutionnel sont de plus en plus catastrophiques les unes des autres, en réalité. Et justement, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, qui reçoit Mamadou Salif Sané. Il est enseignant-chercheur, maître de conférence à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, Mamadou Salif Sané, la question électorale, finalement, toujours, justement, là aussi, c'est la même situation. C'est le même contentieux, c'est la même polémique. Les mêmes questions reviennent toujours. Oui, pourquoi, selon vous? Vous savez, Bayoumar, en ce qui concerne les questions électorales, ce sont des questions d'enjeu entre celui qui est au pouvoir et qui veut se maintenir au pouvoir et celui qui veut venir en réalité et celui qui veut conquérir en réalité le pouvoir. Et ici, par rapport à ça, je pense qu'il appartient au pouvoir d'ouvrir des débats, d'ouvrir en réalité un dialogue franc avec l'opposition. Et pourtant, en 2016, on nous a vanté en réalité une réforme de la Constitution qui donne un statut au chef de l'opposition, et je pense que c'était le moment pour la démocratie sénégalaise de se lever à un niveau beaucoup plus supérieur en donnant à l'opposition son statut ou en donnant au chef de l'opposition son statut. Je pense que la disposition concernant le statut de l'opposition est une disposition morte de la Constitution qui n'a jamais été appliquée de 2016 jusqu'en 2023. Aujourd'hui, on part pour les élections de 2024. Jusqu'à présent, cette disposition n'a jamais été respectée. Je pense que pour une bonne démocratie, pour une démocratie qui respire, la démocratie a besoin de dialogue entre les hommes politiques, entre le pouvoir et l'opposition par rapport aux règles électorales. Parce que la démocratie, c'est une affaire de tous. Et la démocratie a besoin d'alternance également au pouvoir. Il faut une circulation des élites politiques au niveau, à la tête de l'État. Et ce qui fait fonctionner une démocratie et ce qui également assure le développement d'un État. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Et c'est vers ça que le pouvoir doit aller en assurant une élection libre et transparente, une élection participative, c'est-à-dire où l'opposition a son mot à dire. Gage d'une bonne démocratie, mais surtout d'une bonne transparence, la question de la redevabilité. On a vu avec la Cour des comptes le rapport de cette Cour qui pose encore problème. Oui, monsieur Bayoumar, je pense que s'il y a un bilan très négatif du passage du président Macky Sall au pouvoir, c'est par rapport à la redevabilité, par rapport à la transparence.
Du temps de Wade, on a vu des hommes politiques qui ont été poursuivis. On a vu le président Idriss Seck qui a été poursuivi par rapport au Sanké de Thiès. On a vu Modibo Diop par rapport à Lazer, je crois bien, qui a été enfermé. On a vu également par rapport à la licence Sudatel des enseignants même qui ont été placés en garde à vue, à qui le président de la République, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, avait demandé de rembourser les sommes. Et du temps de Wade, on a vu qu'il y a une certaine redevabilité, même si à la fin de son mandat, il y a eu des dérives. Mais on peut dire que sur ce point-là, le président Abdoulaye Wade a fait mieux que le président Macky Sall. Pourquoi? Parce que de 2012 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, on n'a jamais vu un membre en réalité du pouvoir être inquiété par la justice par rapport à sa gestion des ressources publiques. Alors que la gestion des ressources publiques ou la question de la transparence est une question fondamentale qui a été inscrite dans la charte fondamentale, c'est-à-dire dans la Constitution. Et on a vu avec le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 qu'aujourd'hui, il y a un rapport qui épingle en réalité des membres du pouvoir, c'est-à-dire des administrateurs, aujourd'hui avec des milliards de francs CFA, avec des centaines de millions pour certains également, des retraits, n'est-ce pas, de sommes d'argent de 100 millions de francs CFA par jour qui avoisinent je ne sais pas combien de milliards de francs CFA. La Cour des comptes, vous savez, la Cour des comptes, par rapport à son rapport, par rapport au rapport de la Cour des comptes rend d'abord un rapport provisoire. Et après ce rapport provisoire, la Cour des comptes va rendre après un rapport définitif. Et le rapport définitif, il est rendu après avoir écouté la partie adverse, pour que la partie adverse puisse apporter en réalité la réplique par rapport aux incriminations. Je pense qu'aujourd'hui, c'est du dilatoire de vouloir donner l'enquête à la DIC. Je pense que les agents, les magistrats qui sont au niveau de la Cour des comptes, les contrôleurs qui sont au niveau de la Cour des comptes sont des gens qui sont assermentés, qui ont assez de pouvoir, qui connaissent les règles d'exécution de la loi des finances ou du budget, n'est-ce pas, et qui maîtrisent ces règles-là, qui ont fait une enquête, qui ont rendu un arrêt provisoire et qui ont également relevé les cas de faute de gestion. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de sanctions par rapport à ces cas de faute de gestion-là. On a vu également, n'est-ce pas, des infractions pénales qui aujourd'hui, on a dit que le dossier est en instruction. Le procureur, quand il a fait sa conférence de presse, n'a pas dit plus de 2 mots par rapport à cette question-là. Et ce qui prouve que ce dossier-là ne sera pas réglé avant 2024. Et par rapport à ça également, on a vu tout récemment que les bailleurs de fonds ont demandé au Sénégal de publier les rapports, n'est-ce pas, de 2018 jusqu'à 2021. Et ces rapports-là sont des rapports qui sont obligatoires par rapport au vote de la loi des finances de l'année N+1. Parce que pour pouvoir voter, pouvoir voter la loi de finances N+1, il va falloir apporter d'abord les résultats de l'année N-1. Dire, n'est-ce pas, aux parlementaires ce qu'on a eu à faire par rapport au budget de l'année N-1. Voilà, et sont ces rapports-là qui doivent permettre aux parlementaires d'avoir une visibilité par rapport au programme que veulent exécuter les ministres en réalité. Mais si on n'a pas ces rapports-là, jusqu'à présent, les rapports de 2018, qu'on ne voit nulle part aujourd'hui, donc qui ne sont pas publiés par la Cour des comptes, et je suis sûr et certain que ces rapports-là ont été remis au président de la République. Oui, vous avez parlé de l'état des rapports, mais aujourd'hui, est-ce que la qualité de la démocratie d'un pays se mesure à l'état justement de santé de ces institutions? C'est ça. Vous savez, Omar, la démocratie, il y a 2 démocraties. Il y a la démocratie formelle qui est basée sur les élections, mais il y a une démocratie substantielle qui est basée sur la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et aujourd'hui, le Sénégal a reculé sur ces 2 points-là, même du point de vue des normes électorales, comme du point de vue de la gestion des ressources publiques aujourd'hui. Des normes électorales? Oui, par rapport à cela, par rapport à l'élection, on a des difficultés par rapport à ça, par rapport au rapport entre le pouvoir et l'opposition. Ce ne sont pas des rapports qui sont sains, n'est-ce pas? Et on sait aujourd'hui, par rapport à la redevabilité, aujourd'hui, le Sénégal fait partie des derniers pays en termes de transparence dans la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, la démocratie, ce sont les 2 mamelles, ce que je viens de vous dire, sont les 2 mamelles de la démocratie formelle et la démocratie substantielle. Et aujourd'hui, le Sénégal est vraiment en retard. Et la démocratie délibérative? Oui, c'est dans le même sens que la démocratie formelle. Donc je le mets dans la démocratie formelle, en réalité. Et représentative? Oui, c'est dans le même panier que je mets cette démocratie formelle, délibérative, etc. Oui, qu'est-ce qui manque finalement à notre démocratie? On a un problème pas seulement avec les institutions. Limites de la démocratie. Vous savez, les textes au Sénégal. Si le sujet vous a été soumis
quelles sont les limites de la démocratie sénégalaise et quelles perspectives? Moi, je pense qu'au Sénégal, Omar, je pense qu'on a des institutions qui sont des institutions fortes. Mais on a un problème d'hommes au Sénégal qui anime ces institutions. On a de très bonnes normes, n'est-ce pas, qui ont été vraiment imaginées, qui sont de très belles règles, mais par rapport à l'application de ces normes-là, c'est là où se pose le problème. Que ce soit les normes comptables ou les normes budgétaires, le problème qui se pose, c'est par rapport aux hommes qui les appliquent et qui essaient à tout le temps de les contourner, en réalité. Alors, une dernière question aujourd'hui. Nous sommes en face d'un procès, un procès crucial en appel, justement, ce 17 avril 2023. Mais également, il y a les 2 députés du PUR, donc qui normalement doivent se retrouver en appel également. Oui, l'état de la circulation de nos élites politiques en démocratie, oui, cela vous inspire quoi? Oui, je pense que par rapport à ça, on assiste à un rapport de force. Tout à fait. Oui, un rapport de force, mais aussi un climat de tension conflictuelle. Oui, par rapport à la stabilité politique, à la stabilité démocratique, mais surtout par rapport aussi aux investisseurs qui sont appelés à venir. Vous avez suivi la déclaration de nos partenaires financiers qui s'inquiètent de plus en plus. Le Sénégal, justement, traverse des moments plus ou moins difficiles. Tout à fait. Oui, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur une telle situation et comment en sortir? Moi, je pense que, M. Bahemar, qu'il appartient à celui qui a le pouvoir de créer les conditions du dialogue. Parce que je pense qu'en C'est pas trop tard? Non, je pense que ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour surtout bien faire. Et je pense qu'il appartient au chef d'État, n'est-ce pas, qui est le chef suprême des armées, de pouvoir créer les conditions d'un dialogue politique avec l'opposition. Je pense que l'opposition a toujours répondu présent aux appels du président de la République au dialogue ou à l'apaisement des tensions politiques. Parce qu'en mars 2019, c'est ça, ou mars 2020 ou 2021, je crois, l'opposition a accepté. Donc, je pense que l'opposant Ousmane Sonko avait demandé à ce que ces militants arrêtent les soulèvements parce que personne ne souhaite que l'armée prenne le pouvoir. Et je pense que également, par rapport à la manifestation du 3 avril également, il ce qu'il a dit dans sa déclaration, qu'il était parti voir le président Ousmane Sonko nuitamment, n'est-ce pas? Et je pense qu'également, il y a eu également des discussions par rapport à ça, et la coalition ou l'intercoalition Yewwi Askan Wi, c'est pas, ils ont demandé, n'est-ce pas, à surseoir à la marche du 3 avril, et qui a permis, n'est-ce pas, à l'armée de fêter la fête de l'indépendance du Sénégal le 4 avril tranquillement. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a toutes les possibilités aujourd'hui, a toutes les armes aujourd'hui de pouvoir, n'est-ce pas, baisser la tension politique au Sénégal en appelant l'opposition au dialogue, mais un dialogue franc. Et je pense qu'ici même, on n'a pas besoin de dialogue. C'est de respecter les règles qui sont posées par la Constitution, c'est respecter les règles qui sont posées par le code électoral, le code pénal, etc. Et je pense que la situation va revenir à la normale. C'est juste ça, il faut respecter les normes. Et quand on respecte les normes, quand les citoyens sont égaux devant la loi, il n'y a pas de problème d'injustice, il n'y a pas de problème de tension politique, et je pense que les choses sont réglées paisiblement. Sont réglées paisiblement, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement, disait Houphouët-Boigny. Tout à fait. Je pense que c'est ça, c'est un comportement, et le comportement doit être dans les deux sens, par rapport au discours, par rapport également aux institutions également qui doivent trancher les litiges, et en l'occurrence ici la justice, qui doit vraiment être équidistante entre les deux parties. Mamadou Salif Sané, merci. C'est moi qui vous remercie. Ça a été encore une fois un plaisir. Le plaisir est partagé. On aura d'autres occasions pour aller encore en profondeur de ces sujets qui agitent le landerneau politique. Inch'Allah, j'aimerais terminer par saluer vos auditeurs et surtout les auditeurs qui sont au niveau de Sédhiou, parce que j'habite Sédhiou. On est bien suivis là-bas. Vous êtes très bien suivis là-bas. Avec Moussa Dramé, etc. Oui, avec Moussa Dramé. Vous vous ressemblez beaucoup. Tout à fait. Oui, avec Moussa Dramé, donc, qui abat un travail, un travail remarquable au niveau de Sédhiou. Et j'aimerais remercier également ma famille et dire également par rapport à la situation politique, par rapport aux hommes politiques, au président de la République,
d'appeler au calme. Parce que le Sénégal, s'il brûle, il brûle pour tout le monde. Il ne brûle pas pour Macky Sall, il ne brûle pas pour Ousmane Sonko, il va brûler pour tout le monde. Et puis on ne le souhaite pas. Respect au jeu démocratique. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Merci. Mamadou Salif Sané, pour rappeler que vous êtes enseignant-chercheur. Vous êtes maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques, maître de conférence assimilé à l'IGB, c'est l'université Gaston Berger de Saint-Louis. En tout cas, merci encore une fois. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête Aline Badar-Socé et Abdoulaye. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé